clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, nous y sommes. Nous allons clôturer notre 3e saison ici à Nîmes, dans un lieu magique, à côté des arènes, dans un lieu emblématique, au musée de la Romanité. Nous, on est très heureux de passer ce moment avec vous. On est un peu les compagnons du Tour de France et on adore les élus locaux. Et d'ailleurs, c'est des élus locaux dont on parlera tout à l'heure. On va parler de la fabrique de la ville, de l'immobilier en général, de l'art d'habiter, peut-être même les secrets du passé, avec notre ami Olivier Marin, rédacteur en chef immobilier au Figaro. Comment ça va, Olivier? Très bien, très heureux d'être ici à Nîmes. Et Sylvain, heureux également, bien sûr, au nom de Figaro Immobilier et de Figaro Immo Télé, de clôturer cette 3e saison des Clés de la Ville. Et tout au long de l'année, ça a été un grand plaisir, vraiment un très grand plaisir, avec toujours le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises, on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge et elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, des témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir découvert Reims, Nice, Metz, Amiens, Le Havre, Tours, Lorient, Angers et Angoulême, eh bien, nous sommes à Nîmes, au musée de la Romanité, musée archéologique reçu par notre grand témoin, que l'on est très heureux d'accueillir, c'est Julien Plantier. Bonjour. Bonjour. Premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme et conseiller départemental du Gard, que l'on peut applaudir. Merci beaucoup. Et au programme, nous retrouverons nos partenaires. Alors tout d'abord, pour la séquence La vie ensemble, on recevra Lionel Séropian, directeur général adjoint immobilier résidentiel de Nexity, l'occasion de faire le point et d'un premier panorama sur l'immobilier à l'échelle de Nîmes, sa métropole, mais aussi la région. La séquence bien mieux avec notre partenaire Elio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique. Julien Sévère, directeur marketing du groupe Elio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Nîmes et puis des conseils pratiques pour bien rénover. Pour la rubrique Parlons territoire, eh bien, nous aurons nos amis d'Arkea Entreprise Institutionnelle. On recevra Mathieu Massot, directeur général de FDI Group, qui sera à nos côtés pour parler d'opérations d'aménagement et d'urbanisme. Et puis chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on va recevoir Maître Paul Chabrol, notaire à Nîmes. On fera un tour d'horizon, l'évolution des prix, l'évolution des ventes à Nîmes, mais également délivrer des conseils pratiques. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Nîmes, l'édito, c'est à vous. Bonjour messieurs, bonjour à tous, bonjour monsieur Plantier, merci beaucoup de nous accueillir dans votre ville de Nîmes. C'est un plaisir pour nous que de clôturer, vous l'avez dit, cette 3e saison des Clés de la Ville. Alors sachez que vous êtes notre 28e étape sur les routes de France et de Navarre, et ça c'est pas rien. Donc c'est un honneur pour nous que de poser nos valises ici et de nous remettre les clés d'une ville que l'on surnomme la Rome française, surnom donné en référence aux 7 collines sur lesquelles elle est établie, comme son illustre cousine italienne, mais aussi pour ses nombreux monuments de l'époque romaine. On a vu les arènes pas très loin. Oui, autant planter le décor tout de suite, Nîmes est une ville d'art et d'histoire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, elles sont 119 villes à porter en France ce label attribué par le ministère de la Culture. L'époque romaine est très importante dans l'histoire de Nîmes, et j'ai écrit histoire avec un grand H. Parce que tout commence au 1er siècle avant notre ère, quand Nîmes devient colonie de droit latin. C'est-à-dire qu'elle bénéficiait d'une autonomie municipale en même temps qu'une dépendance politique envers Rome. Ses habitants sont également citoyens romains et devaient donc servir les intérêts de Rome. En fait, Nîmes devient rapidement une sorte de marketing suite en terre gauloise, si je schématise vulgairement, c'est-à-dire un espace témoin de promotion de la romanité en Gaule. Une ville promotion a un emplacement idéal sur la Via Domatia qui relie Rome à l'Espagne.
Au IIe siècle après Jésus-Christ, la ville est à son apogée et compte 25 000 habitants, ce qui est considérable pour l'époque. De cette époque subsistent de nombreux bâtiments à travers la ville, que nous verrons dans notre reportage tout à l'heure, et un emblème, le crocodile, puisque Nîmes était un important atelier de fabrication de monnaie, et l'une d'elles s'appelait l'as au crocodile, c'était une monnaie en bronze. À partir du IIIe siècle et les invasions wisigoths, Nîmes se replie sur elle-même et perd jusqu'à 90% de sa superficie romaine. Il faudra attendre le Moyen-Âge pour que la ville renaisse grâce à ses sources. Les eaux qui parcourent la ville permettent en effet aux tanneurs et teinturiers de prospérer. L'exploitation de la vigne et de l'olivier se développe aussi, ainsi que l'élevage du mouton. Une nouvelle enceinte est construite au XIIe siècle et la ville est incorporée au Royaume de France après la croisade des Albigeois en 1209. À partir du XVIe siècle, Nîmes subit de plein fouet les guerres de religion. La ville est une des plus importantes communautés protestantes de France, dans une région très favorable à la religion réformée, jusqu'à être surnommée la Petite Genève par le roi Henri II. En 1665, Nîmes compte 20 000 habitants, dont 8 000 catholiques et 12 000 huguenots. Cette domination statistique n'est pas sans difficulté et la situation reste instable, voire violente, jusqu'à la fin de la Révolution. Au XIXe siècle, les grandes manufactures de tissus se développent et c'est l'envol économique de Nîmes. Le commerce avec l'Amérique du Nord débute, tout comme la légende du Denim. Et oui, cette toile popularisée par Lévi-Strauss, conçue à l'origine pour les bergers cévenols, va habiller les cow-boys outre-Atlantique, puis nos contemporains. Au XIXe siècle, les 2/3 de la ville de Nîmes sont employés dans le textile. Un renouveau urbain démarre, des hôtels particuliers fleurissent, les anciens remparts sont abattus, les jardins de la Fontaine sont créés, la ville de Nîmes vit un nouvel âge d'or. Et puis c'est l'arrivée du chemin de fer dans les années 1830. Nîmes est une plaque tournante commerciale, mais face à la concurrence textile lyonnaise, les investisseurs nîmois se reconvertissent dans la vigne dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans la ville, un nouveau quartier apparaît entre la gare et la vieille ville et l'avenue Feuchère est percée, faisant le trait d'union entre passé et modernité. Nîmes est une ville multiculturelle, culture latine, romaine, italienne ou espagnole, languedocienne, provençale, protestante, cévenole et camarguaise. Le début du XXe siècle voit la ville subir une grave crise viticole entre ravages du phylloxéra et revendications sociales. Nîmes n'est pas détruite par les deux conflits mondiaux du début du XXe siècle, mais subit des bombardements d'installations ferroviaires durant la Seconde Guerre mondiale. Après les conflits, passe à la reconstruction du pays. Nîmes se développe autour du tourisme et d'importants travaux d'assainissement sont réalisés. Un nouvel aéroport commercial est inauguré en 1961 et l'afflux de réfugiés algériens en 1961 entraîne la création d'une zone à urbaniser en priorité à Nîmes-Ouest. À partir des années 80, la ville de Nîmes s'est remodelée. Les quartiers sont rénovés et Nîmes s'étend vers le sud. Alors que la démographie était en baisse, les années 2000 voient la population augmenter de nouveau. 18e plus grande ville de France aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'ambition que Nîmes a attaqué le XXIe siècle. Riche de 2000 ans d'histoire, témoin privilégié d'un passé riche, Nîmes s'est aussi tourné vers le futur. Enjeux environnementaux, bien-être de ses habitants, développement économique, mobilité et transport, autant d'enjeux et de challenges à relever pour Nîmes. Et rassurez-vous, le très sérieux New York Times a fait de Nîmes le 24e endroit où aller en 2023. Alors, bravo Grégoire. Merci Grégoire. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec les éléments de Lithio? Vous êtes à la fois tourné vers le passé, vous êtes ancré dans le passé et en même temps tourné vers l'avenir. Alors je suis très heureux de représenter Monsieur le maire, je ne suis que son premier adjoint, oui. Mais ô combien heureux d'être parmi vous aujourd'hui, très heureux de vous accueillir. Merci d'avoir fait le choix de Nîmes pour votre dernière émission de la saison. Vous avez dressé un magnifique historique de notre ville. C'est vrai que nous avons l'ambition d'être à la fois campé sur notre tradition, sur notre histoire et tourné vers l'avenir. Je crois que c'est aussi comme cela que se construit une ville. On a une politique ambitieuse, à la fois de projets structurants, on va en parler. Et d'ailleurs, le site dans lequel nous sommes aujourd'hui est l'illustration même. D'un côté, 2000 ans d'histoire avec l'amphithéâtre romain, et de l'autre, un magnifique écrin architectural signé d'Elisabeth de Porzampar qui accueille ce magnifique musée de la Romanité. Demain, un palais des congrès à encore quelques mètres d'ici. Donc, à la fois des projets structurants, mais aussi travailler sur la qualité de vie, sur le bien-être de nos concitoyens. C'est un petit peu le leitmotiv et l'ADN de notre politique municipale depuis plus de 20 ans aux côtés de Jean-Paul Fournier. Merci en tout cas de nous accueillir, c'est vraiment un endroit magnifique. Et cette ville, vous l'avez vraiment remodelée. On voit qu'il y a une évolution absolument
extraordinaire où il fait vraiment bon vivre. Et d'ailleurs, les grands médias internationaux ne s'y sont pas trompés. Je vous propose, Julien Plantier, de découvrir votre ville différemment. On s'est permis de tourner quelques images, un reportage qui a été tourné par notre ami Alexandre Burkhardt. Je vous propose qu'on le découvre maintenant. Bienvenue à Nîmes, ville 2 fois millénaire, préfecture du département du Gard, située entre mer et montagne, entre Méditerranée et Cévennes, sur un axe très fréquenté entre Avignon, Arles et Marseille. Nîmes est une ville à l'histoire riche qui compte 150 000 habitants à l'année et jusqu'à 1 million en période estivale avec l'afflux de touristes. Feria, festival et monuments romains, vous trouverez au sein de la Rome française de quoi satisfaire votre curiosité. Alors Nîmes est née autour d'une source qu'on appelle la Fontaine, autour du 6e siècle avant notre ère. La population est gauloise et c'est la tribu des Volsques arécomiques. Et elle va considérer qu'il y a une divinité qui se cache dans cette source, divinité dont on ne connaît pas le nom, on connaîtra que la version latine, qui est Nemausus, qui a donné plus tard le nom à la ville de Nîmes. On parle de Nîmes comme de la Rome française parce qu'on a vraiment ce patrimoine romain exceptionnel. Ce sont les Romains qui vont vraiment développer la ville. Alors, on a tendance à penser que les Romains sont arrivés avec Jules César. En fait, dans notre région, ils sont arrivés bien plus tôt, dès le 2e siècle avant notre ère. Ils vont développer la ville. Sous le règne d'Auguste, autour du changement d'air, la ville va s'embellir, se doter d'un rempart dont il nous reste la tour Magne. On va aménager le forum et on a sur ce forum conservé un monument d'exception qui est la Maison Carrée, qui sera présenté d'ailleurs au comité du patrimoine mondial en septembre prochain pour être reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité. On a une ville qui va continuer à se développer également avec la création d'un amphithéâtre dont vous avez une très très belle vue derrière moi, qui est l'un des amphithéâtres les mieux conservés du monde romain. Commençons par le monument le plus emblématique de la ville, Césarène. Il s'agit d'un amphithéâtre construit au 1er siècle. Il mesure 133 mètres de long et 101 de large. Sa façade haute de 21 mètres comprend 2 niveaux de 60 arcades chacun. À l'époque de la Rome antique, près de 25 000 personnes pouvaient assister aux fameux jeux. Lieu de prestige, les arènes sont aujourd'hui une salle de spectacle et le cœur des célèbres ferias. Elles sont parmi les mieux préservées au monde. Non loin de là, admirer un autre monument romain emblématique, la Maison Carrée. Ancien temple, il dominait le forum de la ville antique. D'influence architecturale grecque, il était un lieu de culte à Auguste et ses héritiers, Caius et Lucius César. À l'est, admirer la porte Auguste, vestige des anciens remparts avec la porte de France. Elle était une des principales entrées de la ville, à l'origine flanquée de 2 tours de garde. Autre monument romain situé plus loin au nord-ouest, la tour Magne. Du haut de ses 32 mètres, elle domine la ville de Nîmes et est, elle aussi, un vestige de l'ancienne enceinte romaine. À ses pieds s'étendent les jardins de La Fontaine. Dans les jardins, admirez le temple de Diane, devenu monastère au milieu du XVIe siècle, puis entrepôt après les guerres de religion. Mis à mal pendant quelques années, il est inscrit au titre des monuments historiques en 1840. Mais les jardins de La Fontaine abritent surtout la source, le lieu antique de résurgence des eaux de pluie qui s'infiltrent dans le sol des garrigues. Stratégique, c'est autour d'elle que s'installèrent les premiers habitants de Nîmes qui lui vouèrent par ailleurs un culte. Mais la ville, elle ne va pas s'arrêter à l'époque romaine, elle va continuer d'évoluer. Alors, à l'époque médiévale, elle va se restreindre. On va avoir une ville attaquée à plusieurs reprises. Et du coup, le centre-ville va être beaucoup plus étroit, retrouvé dans un rempart qui a une forme de triangle qu'on appelle l'écusson. Et donc, jusqu'au XVIIIe siècle, Nîmes va évoluer dans cet espace assez restreint. Et après le XVIIIe siècle, la ville va aller à l'extérieur avec de nouvelles perspectives et notamment l'arrivée du chemin de fer. De nombreux monuments religieux ornent également la ville de Nîmes, à commencer par la cathédrale Notre-Dame et Saint-Castor de Nîmes. Donc on va faire des reconstructions d'églises puisque la ville a été victime des guerres de religion et donc au XIXe siècle, on va créer de nombreux établissements. Donc quand vous faites le tour de l'écusson, vous avez beaucoup d'églises qui datent justement du XIXe. Puis plus récemment, on a aussi des constructions plus contemporaines. Aujourd'hui, on fête par exemple les 30 ans de Carré d'Art, qui est un musée d'art contemporain. D'autres grands architectes ont travaillé dans la ville de Nîmes, comme Jean Nouvel avec les bâtiments de Nemausus,
Elisabeth de Porzenparc pour le musée de la Romanité, Jean-Michel Villemotte pour les Halles, qui est aussi le cœur, le ventre de Nîmes et un centre commercial également du centre-ville. Pour finir votre visite, comment ne pas mentionner le musée de la Romanité? Musée de construction contemporaine qui nous abrite pendant l'émission, il voit sa construction achevée en 2018. Situé à côté des arènes de Nîmes, à 2 pas de la gare centrale, il offre un intéressant contraste architectural avec les monuments antiques de la ville. Musée de la Romanité compte 5000 œuvres, dont de nombreux objets retrouvés lors des nombreuses fouilles archéologiques que compte régulièrement la ville. Alliance du passé et du présent, le musée offre à ses visiteurs la possibilité d'utiliser la réalité augmentée pour mieux se projeter encore dans cette période romaine. Tradition, histoire, art, modernité, bienvenue à Nîmes. Voilà un reportage tourné réalisé par Alexandre Burkhardt. Bravo Alexandre. Qu'est-ce que vous pensez de ces images, Julien Plantier? Écoutez, ça montre toutes les caractéristiques de notre ville, à la fois sur l'Antiquité, sur le passé et aussi sur le présent. On voit que c'est une ville où il fait bon vivre, avec cette situation sur l'arc méditerranéen et une population qui se sent bien. En tout cas, c'est notre objectif quotidien. On va évoquer, si vous le voulez bien, dans un premier temps pour cette émission, les sujets qui touchent particulièrement Nîmes, puisque effectivement vous êtes sur une ville, vous avez une ville qui a un riche passé. Il n'est pas toujours évident de trouver les axes de progrès, de développement, parce qu'en fait, il y a un paradoxe incroyable, c'est qu'à la fois on sent cette richesse architecturale, ce passé, mais en même temps une véritable ambition tournée vers l'avenir, sur la solidarité, sur l'écologie, les projets urbains, la démocratie participative auquel vous êtes particulièrement attaché, et bien sûr l'habitat et le logement. La première question que je voudrais vous poser, la ville de Nîmes a voté en début d'année un budget important qui confirme le lancement de plusieurs projets qui sont extrêmement importants, voire emblématiques. Développement économique, mobilité, transport, gestion de l'eau. L'eau, qui est un sujet extrêmement important en ce moment, on l'a vu avec les problèmes de climat. La ville ne va pas chômer en 2023, ça c'est clair. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Écoutez, c'est vrai qu'on a un objectif très ambitieux en matière d'investissement, à la fois sur la consécration de projets très importants. J'ai évoqué tout à l'heure le Palais des Congrès. Il y a aussi demain la construction d'un parc urbain en cœur de ville de près de 16 hectares, le parc urbain Jacques Chirac, juste à côté de la gare centrale, ce qui me permettra, encore une fois, de montrer cette ossature de la ville de Nîmes telle qu'elle est calibrée, avec à la fois son écusson, mais tout aux alentours des quartiers qui se développent. Vous avez évoqué la question de l'eau. C'est vrai que l'eau est pour nous un élément primordial et ô combien indispensable, à la fois en termes de prévention de risque, parce que nous sommes situés juste au pied des Cévennes, donc avec un climat parfois un petit peu compliqué, notamment avec des épisodes cévenols, avec de fortes intempéries. Donc là aussi, dans le cadre de l'habitat, dans le cadre de l'urbanisme, ce sont des éléments que l'on doit prendre en compte bien en amont, avec comme programme 4 €, avec le PPRI qui s'impose à nous. Et puis, il y a aussi la raréfaction de l'eau sur d'autres périodes. Et donc, mettre en place des projets ambitieux d'un point de vue de la transition écologique, du développement durable. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on est à la fois décideurs locaux, mais aussi aménageurs, ce sont des éléments que l'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Il faut absolument prendre en compte le fait urbain, le fait lié à un territoire, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, parfois, c'est des paris sur l'avenir, parce que lorsqu'on évoque des projets sur du court, moyen ou long terme, c'est parfois un défi, un challenge, mais il est important pour nous de trouver à la fois cette cohésion d'ensemble de projets, mais aussi l'assentiment des populations. Vous avez voté ce budget qui est un budget très important à l'échelle de la ville, vous le savez, donc d'aucuns peuvent dire effectivement que avec les enjeux économiques bien évidemment, est-ce que les administrés partagent évidemment ces projets? Est-ce que comment vous entreprenez la concertation, le dialogue? Je sais que vous y êtes très attaché. Est-ce que, alors, dans un contexte, on va le dire particulier, on en dira bien sûr un mot tout à l'heure, sur les événements passés il y a quelques jours, comment vous y prenez pour justement axer à la fois cette démocratie participative, mais aussi cet engagement qui pose question à l'échelle des métropoles, à l'échelle pour les élus locaux, de l'engagement des administrés sur ce type de projet très ambitieux? Je partage pleinement ce constat. Je crois qu'aujourd'hui, croire
qu'on va à la rencontre des citoyens tous les 6 ans, c'est-à-dire au moment des campagnes électorales, est quelque chose de révolu. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on soit dans une notion de co-construction, de partage dans la prise de décision. D'un point de vue de l'urbanisme, aujourd'hui, sur Nîmes, on a une illustration concrète. On est en train de travailler sur la rédaction d'une charte qualité pour les logements, et donc on souhaite que les populations soient sollicitées en amont, ce qui permet aussi d'être une sorte de gage de confiance dans le montage des projets, dans le montage des opérations. C'est quelque chose d'important, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a une politique d'investissement très forte. La ville de Nîmes, c'est 70 millions d'euros par an d'investissement. C'est quelque chose de considérable dans une collectivité de 150 000 habitants. Mais c'est aussi la notion de désendettement qui est pour nous quelque chose de très important. On a récupéré la ville il y a plus de 20 ans aux côtés de Jean-Paul Fournier. C'était une ville qui était particulièrement endettée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit sur ces deux options. D'une part, une politique ambitieuse en matière d'investissement, mais aussi réfléchir aux générations futures et réfléchir à la notion de désendettement. Alors, vous avez justement, vous l'évoquiez sur l'histoire, et c'est important, de la charte et notamment sur l'immobilier, parce qu'avec Sylvain, effectivement, on va dans beaucoup de villes de France et on voit se multiplier ces chartes. Alors, il faut le dire, qui n'ont pas de valeur légale, mais que c'est un cap, c'est une vision sur l'avenir qui, en fait, engage une collectivité avec des promoteurs, avec des architectes, avec des opérateurs. Donc, on voit fleurir, en fait, ces chartes. On l'a vu à Nancy, on l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Nice. Et donc, j'ai découvert que, ça y est, vous allez lancer votre charte ici, la charte qualité, que vous êtes en train d'élaborer, qui doit permettre de renforcer votre action sur l'encadrement des nouveaux projets qui vont voir le jour au sein de la ville de Nîmes. Document qui est un atout dans vos discussions avec les promoteurs, les architectes pour garantir une meilleure qualité des projets immobiliers. Et vous avez 4 enjeux. Contexte urbain et paysager, bien vivre ensemble, la cellule du logement, l'engagement environnemental. Donc vous faites un point d'honneur à Nîmes, à vous engager, je crois que vous le présentez, vous avez des conseils de quartier, vous présentez aux habitants cette charte qualité, où en êtes-vous et quel est l'objectif ? Vous êtes particulièrement bien informé sur ce document. Vous avez raison d'appeler en introduction le fait que ça ne sera pas un document opposable, c'est-à-dire ce que je dis à l'ensemble des protagonistes au moment de la présentation de ce document. Aujourd'hui, il est clair que l'on travaille sur de la concertation, à la fois avec les professionnels de l'urbanisme et de l'immobilier, mais aussi avec les acteurs locaux de cette ville, en tant qu'habitants, en tant que représentants de quartier. Je considère aujourd'hui que Nîmes connaît une vraie pression foncière particulièrement importante, je l'ai dit, parce que d'autres villes ont freiné l'urbanisation sur des villes voisines. Il y a aussi une politique ambitieuse d'un point de vue de la majorité municipale, et aujourd'hui on voit bien que depuis quelques mois, depuis quelques années, Nîmes est dans le focus d'un certain nombre d'opérateurs, donc c'est une très bonne chose. Nous considérons cela comme quelque chose qui participe à la vitalité, à l'attractivité, au développement de notre territoire. Donc c'est quelque chose qu'on accueille avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec une certaine exigence, parce qu'on voit bien que ça peut venir bouleverser, révolutionner certains secteurs de la ville. Et c'est comme ça qu'on travaillera sur une notion de co-construction des différents projets. C'est quelque chose qui est fait sur d'autres territoires, vous l'avez rappelé. Notre objectif avec Jean-Paul Fournier, c'est que cette charte soit applicable à la rentrée de septembre, en prévision bien évidemment d'une future révision de notre plan local d'urbanisme. Mais il est important de voir qu'il y a une notion pour moi qui m'est chère, c'est la notion de résilience. On voit bien qu'aujourd'hui, avec les nombreuses crises que l'on traverse, il faut absolument qu'on puisse se servir des richesses de notre territoire pour les mettre au profit des populations. Et c'est comme ça aussi qu'on redonnera une certaine confiance au niveau des acteurs de l'immobilier, mais aussi au niveau des décideurs locaux. Cette ville, elle est très attractive. À l'instar de ce que nous dit Olivier, effectivement, beaucoup de métropoles ont emboîté le pas sur la rédaction de chartes avec des enjeux majeurs. Il n'a échappé à personne que le dérèglement climatique, c'est quelque chose que l'on perçoit dans sa chair au quotidien. Alors, on va vous poser des questions très directes. Vous subissez effectivement parfois les travers de l'attractivité de votre territoire par une démographie galopante qui est en demande de logement, pour être très clair. Le phénomène de décohabitation a fait exploser la demande de logement. Et on s'est amusé, effectivement, on en parlera tout à l'heure dans les séquences, à voir quelle était l'offre du stock en logement neuf, sur le logement ancien, les prix, la demande de location. On voit une très forte pression de demande de location. Bref, on voit une demande de logement. Question, est-ce que vous vous considérez à la municipalité, avec Jean-Paul Fournier, l'équipe municipale, comme des maires bâtisseurs ? Alors,
Je considère Jean-Paul Fournier, au bout de 4 mandats d'exercice au poste de premier magistrat de la ville, comme un véritable maire bâtisseur. Vous l'avez évoqué dans le cadre de votre... Et un maire réélu, puisque il a été bâtisseur et réélu successivement. Bâtisseur et réélu pour, pour la quatrième fois. Vous connaissez l'adage, hein. Ah oui, vous avez maire raison. Bâtisseur, maire vaincu. On Donc, peut dire que Jean-Paul Fournier... Il y a une vraie volonté, voilà, une vraie ambition pour ce territoire. Après, il est clair que d'un point de vue de l'urbanisme, nous avons un rôle d'équilibriste. D'une part, parce qu'il y a une pression foncière très forte avec des opérateurs qui viennent sur le territoire, et je vous l'ai dit, je pense que c'est une réelle satisfaction, mais il faut aussi comprendre parfois la peur, la crainte qu'il y a, parce que des propriétaires fonciers aux alentours voient des quartiers évoluer, bouleverser, et c'est en cela qu'il faut que nous, on ait un rôle d'équilibre, c'est-à-dire à la fois répondre à une certaine demande, tout en gardant ce côté de ville à taille humaine. Et je crois que c'est aussi pour cela que Jean-Paul Fournier a eu la confiance de ses administrés, c'est qu'on a toujours souhaité garder ce côté de ville à taille humaine. 150 000, 160 000 habitants dans une agglomération de 250 000 habitants. L'idée que c'est pas une ville qui s'éclate aux quatre coins, qui perd son ossature, qui perd son ADN. Aujourd'hui, c'est vraiment une volonté de se développer, mais se développer de manière raisonnée, de manière humaniste. Vous avez quand même une démographie positive. Vous gagnez des habitants chaque année. On a une démographie positive sur une dizaine d'années. On voit que depuis 2-3 ans, il y a parfois des chiffres qui sont un petit peu contradictoires par rapport à cela. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de permis de construire en cours d'instruction. Il n'y a jamais eu autant de construction que ce qu'on a vu sur ces 2 dernières années. Donc ça montre le véritable focus qui est posé sur le territoire nîmois. Et pour préparer la ville de demain, il faut impliquer la jeunesse. Donc impliquer la jeunesse dans la vie de la cité à Nîmes, améliorer la prise en compte de leur avis dans les politiques publiques. Les 15-29 ans représentent plus de 20% de la population nîmoise, ce qui est absolument énorme. Vous déployez des outils au service des plus jeunes, notamment ça passe par des actions, des bourses, des dispositifs variés, conseil municipal des jeunes pour les 12-14 ans, passe culture, rallye citoyen pour mieux connaître la ville. Vous voulez guider, impliquer les nouvelles générations justement dans la vie de la cité. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est bien perçu? Est-ce que c'est bien suivi? Alors, bien perçu, je ne sais pas, parce que parfois, lorsqu'on est à côté d'une ville comme Montpellier, qui est une ville historiquement étudiante, peut-être que ce n'est pas le cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons à cœur de mettre en place des dispositifs intergénérationnels pour que chacune des générations présentes sur cette ville puisse se retrouver. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une université autonome qui compte plus de 15 000 étudiants en cœur de ville. Donc une ville qui compte sa jeunesse, c'est une ville qui s'engage vers l'avenir. C'est vraiment cette notion de partage, de faire comprendre à l'ensemble des générations que ici on se sent bien et surtout qu'il y a une notion de bien-être et de bien vivre. On a vu, bien évidemment, que on est dans une crise du logement et une crise immobilière sans précédent, avec à la fois des facteurs structurels et des facteurs conjoncturels. On a une demande qui s'est littéralement effondrée sur le logement neuf, mais c'est pas une demande en termes de demande, c'est surtout une demande de la solvabilité de la demande. On a pris sur les taux d'intérêt plus de 300 points d'augmentation de base, c'est quand même considérable, et on a analysé effectivement le volume, j'allais dire, d'offres de logement. On voit que le logement est devenu le marqueur social au niveau des villes, de plus en plus important. Et on a constaté que on a quand même quelques métropoles dont les prix baissent, mais pas à Nîmes. On a des prix finalement qui ne baissent pas, qui sont assez stables. Comment vous analysez le fait que cette ville, qui à un moment donné avait une pression foncière qui était importante, mais avec des prix très abordables, devient de plus en plus finalement difficile à trouver, avec des prix à la location, des prix à l'achat qui sont quand même élevés? Est-ce que de votre point de vue, par exemple, vous êtes favorable à l'encadrement des loyers? Est-ce que vous essayez d'endiguer ou de voir comment vous pouvez essayer de contrôler cela ou pas? Écoutez, nous, c'est quelque chose qu'on essaye d'accompagner, de constater. Lorsque vous évoquez le constat aujourd'hui où il y a un véritable stop dans le monde de la construction, c'est clair que c'est quelque chose que l'on ressent aussi sur Nîmes. Je crois que par rapport aux autres métropoles, c'est-à-dire que nous, on arrive en deuxième phase. C'est-à-dire qu'il y a certaines métropoles qui ont connu un véritable pic par rapport à leur niveau de constructibilité, au niveau de l'urbanisme il y a quelques années avant le Covid. Nous, c'est quelque chose qu'on a connu après le Covid. Donc, je pense que c'est pour ça que cette décote du prix du foncier arrivera peut-être à terme, et je pense que ça sera aussi nécessaire, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on arrive à un seuil, et ce plafond de verre, il n'est pas tenable, parce qu'on voit bien qu'il y a parfois une inadéquation entre l'offre et la demande. Et lorsqu'on rencontre aujourd'hui, nous, des propriétaires fonciers ou bien des promoteurs qui nous expliquent que tel ou tel projet
participera à une amélioration globale? Oui, bien évidemment que l'on considère cela. Mais est-ce que demain, cette construction sera en capacité de se faire parce qu'il y a parfois aussi des difficultés par rapport à la revente et par rapport à l'insertion des quartiers? C'est quelque chose qu'on essaye d'accompagner. Et c'est en cela, je crois que nous, on a un rôle un peu de garde-fou, une sorte d'épée de Damoclès qu'on essaye de positionner autant que possible pour, on va dire, réguler ce marché-là. Et vous n'êtes pas du tout touché par le phénomène de location touristique saisonnière qu'on voit fleurir notamment dans le sud et dans beaucoup de villes attractives au détriment des locaux, des étudiants, des habitants. Et d'ailleurs, certains de vos collègues vont carrément jusqu'à l'interdiction, certaines villes comme Saint-Malo, par exemple. Nous, Annecy, on n'en est pas jusque-là. C'est quelque chose qu'on regarde là aussi avec une certaine vigilance. Mais non, aujourd'hui, on va dire qu'on est dans une approche assez libérale sur cette notion-là. On laisse faire les choses. Après, on interviendra à partir du moment où il y aura des postures, qui seront plus forcément intentionnelles pour aller dans le bon sens. Mais non, aujourd'hui, c'est une ville touristique, certes, mais c'est une ville qui a un parc hôtelier quand même assez important, ce qui permet de créer encore une sorte de concurrence saine entre les locations saisonnières et le parc hôtelier classique. Parmi les grands projets, donc on va l'évoquer, il y a ce fameux sur le nouveau projet national de renouvellement urbain avec, je crois, 3 quartiers qui sont concernés. Et puis il y a aussi, c'est important dans une ville, c'est le sport. Et notamment, si on sait que le club de football de Nîmes Olympique, qui est cher à mon cœur, malheureusement va descendre en national, il a eu ses heures de gloire. Il a été vice-champion de France en 72, finaliste de la Coupe de France en 96 contre Auxerre au Parc des Princes, j'y étais. Il aime le foot, Olivier. Il aime beaucoup le foot. Et justement, donc, on a vu que Nîmes est une ville très sportive et que l'ancien stade, je crois, des Costières va être reconstruit. Et puis, vous allez bâtir un nouveau complexe au Mas des Vignoles. Première pierre posée, c'est récent, le 15 juin dernier. Ouverture prévue septembre 2024. 11 disciplines, du basket, du volley, du handball, de l'escalade, une salle omnisport sur 2 étages, 2 salles de gym, 25 millions d'euros tout de même qui sont prévus. Bâtiment de 8000 mètres carrés. Et sur la façade extérieure de ce nouveau bâtiment, on retrouve ce qui est magnifique, c'est l'architecture, le geste du drapé, qui est absolument incroyable. Référence à la loge romaine, au passé textile de Nîmes. Vous pouvez nous en parler de ce projet extraordinaire? Vous en avez bien parlé, mais on peut saluer... Il a conçu le projet. Non, mais je sens une âme nîmoise dans vos propos et je vous en remercie. Sachez que nous sommes très honorés des mots que vous avez à l'égard de la ville. Je crois qu'on peut saluer le travail du cabinet A+ Architecture et notamment Gilles Gall qui a réalisé un magnifique écrin qui sortira de terre en septembre prochain. C'est vrai que Nîmes est une ville sportive. J'ai été adjoint au sport au dernier mandat et je salue mon collègue Nicolas Rainville, actuellement adjoint au sport. Il y a des heures un petit peu compliquées pour le Nîmes Olympique, vous l'avez rappelé, mais à chaque fois, on a à cœur de montrer que la notion de développement économique, elle est protéiforme, elle est culturelle par rapport à ce qu'on évoquait et cette antiquité présente au quotidien, elle est aussi sportive. On voit bien aujourd'hui qu'on a des clubs fanions qui participent à l'attractivité économique et je crois que c'est important de le souligner. Et puis, ça a aussi des retombées médiatiques en termes de visibilité. Lorsqu'on parle de sport, on véhicule des valeurs importantes, notamment dans le volet social, dans la notion de solidarité, et c'est quelque chose que nous avons particulièrement à cœur. Alors, on voulait en parler parce que c'est important d'en parler, on ne peut pas ne pas en parler avec les événements. Vous le savez, les élus locaux ont été pris à partie ces derniers jours avec des mouvements qui étaient proches, parfois même de l'insurrection, à l'instar des émeutes de 2005 par exemple, mais aussi c'était les émeutes des années 80 dans les grandes villes de France. Les élus locaux ont été pris à partie et on imagine que les élus locaux ont été pris à partie parce que ce sont ceux dont on peut avoir directement à la fois l'adresse ou le contact direct à défaut de l'État. On a un État avec un gouvernement et un exécutif très centralisateur, avec une tentation très jacobine, on l'a vu, d'ailleurs Emmanuel Macron finalement l'a démontré dans son 2e mandat, qui vous place dans une position très délicate. Des transferts de compétences multiples, sans y associer les retraites. On a analysé aussi les dotations qui sont en baisse de façon assez drastique, plus la confiscation d'outils fiscaux qui étaient des relais de croissance pour vous, des relais de développement. Et pourtant, vous arrivez à joindre finalement toutes ces contradictions. Et dans ces événements-là, vous avez des élus locaux qui ont été pris à partie par la population. Et je voudrais qu'on ait un mot
pour Vincent Jeanbrun, le maire de La Haye-les-Roses, qui a été sérieusement impacté, mais il y a eu aussi d'autres maires qui ont été impactés, menacés de mort, sous protection policière au quotidien. Mesdames et messieurs, c'est 600 000 élus locaux chaque jour qui travaillent quasiment gratuitement pour faire tourner la République. Julien Planté, il y a eu quelques événements à Nîmes, notamment il y a quelques jours, une balle perdue pour un inspecteur de la BAC. Donc là, on voit bien que ce sont des sujets majeurs, criants, difficiles. Comment vous analysez ces événements? Qu'est-ce qui, d'après vous, parfois, avec la relation avec cet État ou cette tentation jacobine, fait défaut pour retrouver un peu de république, un peu de civilité auprès des populations? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a cristallisé autant de haine, de rancœur à l'égard des élus locaux qui en prennent plein la gueule? Écoutez, je m'associe pleinement aux pensées de Vincent Jeanbrun, que je connais personnellement. Ce qu'il a vécu est tout simplement inacceptable. Aujourd'hui, on est dans une sorte de crise, à la fois une crise sociale, une crise d'autorité. Les élus locaux sont aujourd'hui un petit peu les derniers remparts de la République. C'est eux qui incarnent le fait public, l'autorité publique, et c'est pour cette raison qu'ils sont visés, et je ne peux que le déplorer. Lorsque on pille des bâtiments publics, lorsqu'on attaque des représentants de forces de l'ordre, lorsqu'on attaque des élus de la République, c'est la République qui est attaquée. Aujourd'hui, ceci est tout simplement inacceptable. Rien ne peut justifier de tels agissements. Aujourd'hui, vous avez évoqué la notion de rénovation urbaine. J'ose espérer qu'elle participera à une amélioration globale à l'échelle de la ville. Sur Nîmes, c'est près de 600 millions d'euros qui vont être injectés pour renouveler nos quartiers prioritaires. Je crois qu'aujourd'hui, pour redonner confiance aux faits publics et à la politique, cela participe par des actions au quotidien. Il n'y a pas de stigmatisation. Aujourd'hui, lorsque vous me posez la question, par transparence et sincérité, je vous dirais qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est des petites choses du quotidien qui nous permettront d'agir mieux. Mais en tout cas, ce qui est certain, je pense que c'est resituer l'autorité au centre de l'État, remettre en place une justice réelle qui permettra à chacun de comprendre que, avant de penser à son intérêt particulier, il y a cette notion d'intérêt collectif qui nous dépasse tous et sur lequel il faut qu'on soit intangible. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, au Figaro Immobilier, Radio Imo s'y associe pleinement. Nous aimons les élus locaux, nous défendons les élus locaux et nous vous donnerons, tant que cela sera possible dans nos marges de manœuvre, la parole, vous rendre audible et vous rendre visible dans ce que vous faites au quotidien. Parce qu'on le sait, puisqu'on travaille avec Olivier, on fait le tour de France, nous sommes les saltimbanques de la radio finalement, et on voit vraiment de façon très concrète cette importance des élus locaux. Je vous propose qu'on applaudisse les élus locaux de notre pays. Voilà, nous allons passer maintenant à la prochaine séquence où nous allons parler de la vie ensemble. Moi, j'aime beaucoup ce titre, de la vie ensemble, avec Lionel Séropian qui va venir sur notre plateau dans quelques instants, où on va justement entrer dans le sujet, Julien Plantier, de la fabrique de votre territoire. C'est tout de suite après ça. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours ici à Nîmes, au musée de la Romanité, accompagné par l'hôte de ces lieux qui nous a permis d'y être. Il est le premier adjoint délégué à l'urbanisme et conseiller départemental du Gard. C'est Julien Plantier. Rebonjour, Julien Plantier. Bonjour. Merci en tout cas de nous accueillir dans ce formidable écrin, vous l'avez rappelé, signé Elisabeth de Porzampar. Magnifique, entre modernité et richesse du passé. Bonjour Lionel Séropian. Bonjour. Bonjour. Olivier, ravi de vous revoir, puisqu'on vous avait déjà croisé à Nice. Voilà, vous êtes le directeur général adjoint immobilier résidentiel pour le groupe Nexity. La vie ensemble, c'est avec vous. Quelques mots, comme on le fait à chaque fois, Lionel, la présence du groupe Nexity, acteur majeur, premier acteur national de la fabrique du territoire. Merci en tout cas, monsieur l'adjoint, premièrement de nous recevoir dans votre belle ville et dans ce formidable lieu. Au travers de cette émission Les Clés de la Ville qui permet à nous tous de découvrir nos belles contrées et la ville de Nîmes en fait partie. Nexity est effectivement un acteur immobilier important en France, en tout cas il le revendique et c'est... alors peut-être que c'est pas le lieu de parler de chiffres, mais en tout cas voilà, Nexity est un opérateur immobilier qui fabrique environ 20 000 logements en France, comme d'autres opérateurs, mais qui gère aussi des logements pour le compte de bailleurs privés, pour le compte
d'institutionnel qui est au cœur des territoires, dans chaque ville, donc et dans chaque métropole, dans chaque village. Beaucoup d'agences de Nexity. À Nîmes, nous en avons 2. Nous avons une à Alès et nous avons un siège régional qui est, lui, à Montpellier, qui fabrique environ 500 logements sur ce périmètre-là, dont une seule opération à Nîmes en ce moment, mais on en... Laquelle, justement? Alors, elle s'appelle, je prends mes notes, vous permettez, elle s'appelle Villa Esmé et elle est fabriquée dans un quartier, dans le cadre du PLH, dans un quartier en rue, dans lequel nous avons contribué à favoriser l'accès au logement, à du logement libre. Dans cette zone-là, on la livre dans quelques semaines. J'espère qu'on aura à l'inaugurer ensemble. Monsieur l'adjoint, ça serait avec grand plaisir. Alors, quelle est la particularité justement de ce territoire, selon vous, vous qui connaissez bien cette région? Alors, Nexity construit à Nîmes depuis 20 ans. Ce que j'ai en tête, la première opération que nous avons livrée, c'était en 2008. Donc, elle a été initiée quelques années plus tôt. Donc, depuis 20 ans, on connaît bien ce territoire qui est attractif à plusieurs titres. Vous l'avez évoqué, celui qui est historique, forcément, et culturel, celui qui est géographique, puisque Nîmes est situé sur cette banane méditerranéenne de façon exceptionnelle. Donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, monsieur l'adjoint, Nîmes est une ville qui était un peu contracyclique en termes de développement urbain. Et ça se note, en tout cas on le vérifie dans les chiffres aujourd'hui, puisque la tendance baissière que nous vérifions tous les jours, elle est un peu moins marquée à Nîmes. Je crains malheureusement que ça vienne aussi. Ça vienne aussi. Oui, parce que l'effet général de la fermeture de l'accès au crédit, du surenchérissement des matériaux, des matières premières, des valeurs foncières qui ne stagneront pas, je pense, en tout cas, dont le prix du foncier continuera de croître. Et malheureusement, j'allais dire, sans interventionnisme public assez fort, je crains que la production de logements en France et à Nîmes soit contrainte par ce postulat-là. Et pourtant, pour équilibrer l'immobilier ancien, pour équilibrer le marché de la location, vous le savez, hein, Julien Plantier, il faut qu'il y ait de la construction. On a besoin du neuf. Hein. On a besoin du neuf. Absolument. Oui. Julien Plantier. Oui, non, mais vous avez entièrement raison. Après, on voit bien qu'aujourd'hui, l'État n'est pas forcément très aidant et très accompagnant pour c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, le milieu de la construction. Il faut rien attendre. Donc voilà, aujourd'hui, l'ensemble des signaux sont malheureusement au rouge et c'est pas forcément gage d'une certaine confiance par la suite. Voilà, donc vous avez raison d'évoquer ce constat. Vous avez évoqué les questions sur le territoire nîmois. On est très heureux aujourd'hui d'accompagner Nexity sur le développement de certains projets. Vous avez cité l'opération en cours qui nous permet aujourd'hui de venir sécuriser un périmètre de la ville qui ne l'était pas, à côté d'un collège situé dans un quartier prioritaire, à côté du collège Condorcet. Donc voilà, ça participe aussi à une amélioration au niveau du quartier. Vous parlez de la résidence étudiante. Oui, alors ça, c'est un autre projet. Après, le rôle de Nexity, plus généralement, c'est effectivement d'accompagner les territoires. Et cette présence locale, elle permet aussi d'avoir une approche assez fine de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus, vous avez une approche, ce qui est intéressant pour ceux qui ne connaîtraient pas encore assez, c'est qu'une approche protéiforme. C'est-à-dire que vous êtes à la fois dans les services immobiliers, vous faites de l'administration de biens, vous faites des syndics, vous faites de la transaction immobilière dans l'ancien, mais vous êtes aussi le premier constructeur français, ainsi que au niveau des résidences gérées, vous avez une spécialité. Et d'ailleurs, la rue Sully, me semble-t-il, Lionel Séropian, c'est une résidence étudiante. Absolument. C'est un projet que nous sommes en train de travailler avec vos services à caractère social, parce que l'idée, c'est de permettre à des étudiants qui sont peu fortunés de pouvoir accéder à un logement. On sait que la difficulté de se loger, elle est à toutes les étapes de la vie, et les meilleures chances pour un étudiant, c'est de commencer en ayant un logement décent, et donc notre analyse de la situation et de cette ville qui se veut dynamique avec ses projets structurants, c'est qu'on pourrait l'accompagner aussi par des projets de résidence étudiante. Donc on est en train de travailler avec vos équipes, je pense qu'on en parlera plus avant, mais c'est un montage assez intéressant avec le Crous qui sera le gestionnaire, et je crois que la façon de travailler entre la sphère publique et privée, un opérateur qui pousse ce partenariat dans les moments difficiles que nous vivons, qui nécessitent
pivotage en matière de production immobilière ou de fabrique de la ville, plus généralement. Je pense que ce partenariat doit être renforcé et gagnant-gagnant. Hein, c'est-à-dire qu'on quand on s'était vu justement à Nice, Lionel Séropian, il y avait cette charte aussi, ensemble bâtir Absolument. la ville de Nice. Ici, vous venez à Nîmes, ça y est, il y aura cette charte qualité, c'est le sens de l'histoire, c'est bien, c'est aussi une politique locale du logement. On ne peut pas tout attendre non plus de l'État. Et justement, sur des dispositifs d'investissement, je pense que les acteurs locaux, on l'évoquait tout à l'heure avec Sylvain et avec vous, effectivement, sont les vrais décideurs en co-construction, c'est important. Absolument. Bon, vous l'évoquiez tout à l'heure, là, une charte n'est que l'expression de ce qu'on peut appeler vivre ensemble ou vivre mieux ensemble, avec des périodes. Et aujourd'hui, la société nécessite et réclame le fait que nous ayons des projets qui soient co-construits, qui soient très partagés et en amont. On parle de concertation, je pense que cette époque-là est un peu révolue aussi, la concertation française, entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui, on doit revenir à des choses qui soient beaucoup plus partagées, où les administrés doivent prendre part au projet pour Bien que sûr. Plus on en ne se amont, retrouve pas, ouais. nous, opérateurs immobiliers, à afficher un permis de construire, et prier pendant des semaines, Qu'on n'ait pas de un peu recours. moins 15 jours, qu'il n'y ait pas de recours. Donc en fait, c'est pas ça un projet, c'est pas ça construire une ville. Construire une ville, c'est partager. Donc les étudiants, c'est une chose, mais les seniors, c'en est une aussi. Je pense qu'on a, et dans notre boîte, mais d'autres le font aussi. Alors j'en suis un représentant, donc et vous le disiez tout à l'heure, donc forcément, je plaide pour Nexity, mais on est en capacité d'aider les collectivités et d'aider les territoires à se fabriquer au travers de ces chartes qui, outre le fait qu'elles ne soient pas contractuellement opposables, une charte, elle porte son nom, hein, c'est-à-dire Elle porte une vision. c'est une bienveillance à l'égard de ce qu'on va fabriquer. Il y a quand même, il faut garder en tête, pour avoir une petite expérience de certaines autres chartes, qu'il faut qu'elles soient équilibrées. Il ne faut pas qu'elles soient utopiques et qu'elles servent à une seule cause, c'est le bien-être de ceux qui vont être logés, à la production, certes, mais que ça rende le logement toujours accessible. Aujourd'hui, la vraie difficulté en France, c'est d'arriver à fabriquer un logement accessible en termes de prix et abordable. Donc, une charte avec grand plaisir pour participer, pour entendre et mettre en œuvre, mais qu'elle reste accessible. Sinon, c'est utopique. Vous savez, chez nous, on cherche les territoires bâtisseurs parce que c'est notre job. Alors, on bâtit, on rebâtit, on surélève, on transforme, mais c'est bâtir quand même. Alors justement, Julien Plantier, cette osmose, aujourd'hui, vous avez raison, hein, Julien, il n'y a plus de débat, on a une véritable osmose partenariat public-privé, de plus en plus, qui vous aide justement de façon consciente à avoir cette vision du territoire. Justement, je voudrais qu'on revienne sur la concertation par l'intégration du public concerné, parce que vous le faites de plus en plus. Ça a des impacts extrêmement positifs, ça réduit les recours bien évidemment, hein, mais ça aussi, ça implique une population, ça l'engage. Est-ce que vous le percevez, vous, de façon concrète dans votre action au quotidien? Oui, c'est aujourd'hui indispensable si on veut mener à bien un certain nombre de projets. Il y a une notion qui est importante, c'est la notion d'acceptabilité. Un projet, lorsqu'il est conçu, lorsqu'il est bâti, en théorie, il faut qu'il puisse s'insérer dans un quartier, dans une rue, dans une ville. Et pour que cette insertion se fasse de la meilleure des manières en amont, tout recours précontentieux ou contentieux, il est important de rechercher une sorte d'acceptabilité par rapport aux populations. Et à partir du moment où les populations sont recensées, sondées, bien en amont, il y a cette notion de concertation qui se fait de manière naturelle et puis, in fine, le projet aussi, il grandit, il gagne en qualité. Lorsque il y a, par exemple, vous évoquiez la question d'une résidence étudiante, aujourd'hui, il y a un étudiant sur deux qui est un étudiant boursier sur la ville de Nîmes. Donc c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte. Aujourd'hui, la notion de résidence étudiante, elle a tout son sens à partir du moment où elle reste abordable. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille avec la population aux alentours pour qu'on puisse gagner en qualité et surtout qu'on puisse aussi gagner une sorte de certaine confiance. Aujourd'hui, l'aménageur, il ne faut pas le considérer comme le bétonneur qui arrive là et qui casse pour reconstruire. Et ça se passe bien à Nîmes. Ça se passe bien. Parce qu'il y a eu une montée d'hostilité de population. Oui, on voit bien aujourd'hui qu'il y a certaines méfiances. Il y a une vraie crainte par rapport à cela parce qu'à partir du moment où il y a un projet qui arrive, ça va bouleverser l'équilibre global du quartier. Et c'est quelque chose que
qui peut être vrai dans certains cas, mais parfois ce sont des idées reçues et il est nécessaire de se mettre autour d'une table pour discuter. Donc on a un rôle un peu de médiation, parce que nous aussi on souhaite que le projet, si à partir du moment où il est décidé, il puisse se faire de la meilleure des manières. Donc une sorte de médiation, et on met à plat un certain nombre de choses. Cette notion de participation, elle a tout son sens. Donc vous dire que ça se passe tout le temps bien, non, mais pour autant on se donne les moyens d'y arriver en tout cas. Merci beaucoup en tout cas d'en tenir compte, puisque je le répétais tout à l'heure, je le disais, mais à l'instar, vous savez, ça me fait penser, Jean-Paul Ponty nous fait penser à François Rebsamen, vous savez, pour le maire de Dijon. Vous avez finalement fait démentir tous les pronostics. Maire battu, non. Maire bâtisseur, oui. Vous l'avez démontré, parce que vous avez transfiguré la ville. Merci beaucoup, Lionel Séropian. Applaudissements pour Lionel Séropian, directeur général adjoint de Nexity pour le pôle résidentiel. Merci Lionel. Et nous allons entamer la prochaine séquence où on va parler, Julien Plantier, d'un sujet majeur, c'est celui de la rénovation énergétique, avec la séquence avec Elio, c'est dans quelques instants. Et bien voilà, de retour toujours à Nîmes, bien évidemment, au musée de la Romanité, accompagné du premier adjoint au maire en charge de l'urbanisme et conseiller départemental du Gard, Julien Plantier, est toujours avec nous. Merci d'avoir pris le temps d'être sur le plateau des Clés de la Ville dans ce formidable écrin architectural accompagné d'Olivier Marin, bien évidemment. Et nous allons parler de rénovation énergétique, c'est l'enjeu du siècle, vous le savez, la transformation à la fois de nos villes, la transition énergétique et environnementale, c'est quelque chose qui vous touche toutes et tous de votre très près. On le voit bien évidemment en ce moment. On accueille le directeur marketing du groupe Elio, acteur national de la rénovation énergétique. Bonjour Julien Sévère. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Ça va? Dans la belle ville de Nîmes où il fait beau. Alors bon. C'est la première fois qu'on vous voit sur le plateau, puisque habituellement nous avons l'inénarrable Pierre-Marie Perrin. Et on est ravis que vous soyez avec nous ici à Nîmes, bien évidemment sous les questions comme il est de tradition de notre ami Olivier Marin. Alors la rénovation énergétique, donc évidemment enjeu majeur qui nécessite à la fois de la transparence, de la confiance et de bons conseils. Donc ça, c'est la promesse d'Elio, spécialiste en fait de la rénovation énergétique, qui nous accompagne dans chaque ville de notre Tour de France. Julien Sévère, par rapport, peut-être pour démarrer au plan de sobriété énergétique de l'hiver qui a, semble-t-il, porté ses fruits, comment on poursuit les efforts réalisés pour faire face à l'été et aux pics de chaleur qui sont de plus en plus fréquents? Merci Olivier. Oui, c'est vrai qu'on avait un plan de sobriété énergétique cet hiver qui a très bien fonctionné. On a dépassé les attentes de l'État sur les 10% d'économie d'énergie qui étaient souhaitées. Donc ça, c'est très bien. Le secteur du bâtiment a atteint 15% d'économie d'énergie cet hiver. Et du coup, c'est vrai qu'on a envie de pérenniser ces gestes et puis sur l'été aussi. C'est vrai que maintenant, donc, on a le plan de sobriété de l'été qui démarre. Et c'est principalement l'objectif de réduire la consommation des climatisations. Alors on a une consigne qui nous a été donnée par la ministre Agnès Pannier-Runacher de régler plutôt les climatisations sur 26 degrés pour baisser la consommation. L'objectif de ces plans de sobriété de l'été, c'est 40% d'économie d'énergie d'ici 2050. Ah oui, c'est pas neutre. Hein. Quel grand changement, pour expliquer de façon, pour être pédagogue un petit peu, interviennent en matière de rénovation énergétique? On parle beaucoup évidemment de MaPrimeRénov' aussi. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui va changer? Alors il y a une simplification qui est nécessaire. C'est les échos qu'on a au quotidien dans les activités d'Elio. Et donc ça va plutôt dans le bon sens. On va désormais s'appuyer sur deux piliers. Un pilier sur l'efficacité et un pilier sur la performance. Donc l'efficacité, c'est toujours d'accompagner les ménages dans des gestes de rénovation énergétique qui sont la décarbonation en fait des moyens de chauffage. Voilà, donc plutôt la pompe à chaleur que la chaudière à fioul. Donc ça va continuer, c'est pérennisé. Et puis il y a un autre pilier qui lui est renforcé avec notamment une enveloppe de 300 millions d'euros qui est ajoutée au budget MaPrimeRénov' à partir de 2024. Et donc ce volet performance, c'est la rénovation globale. Et donc c'est l'idée de considérer tous les points énergétiques du logement dans une rénovation. Et vraiment de faire une rénovation globale qui permet pour le coup de faire des économies vraiment substantielles. Voilà, donc avec un objectif de 200 000
rénovation globale désormais en 2024, grâce notamment à cette enveloppe supplémentaire. Souhaitons que les objectifs puissent être atteints, ce qui n'est pas certain non plus. Oui, absolument. Alors maintenant, concrètement, comme à chaque fois dans chaque ville, vous avez étudié le parc de logement ici à Nîmes. Alors, est-ce que Nîmes est une bonne élève de la rénovation énergétique ? Alors, en tout cas, c'est une très bonne élève au niveau, effectivement, de la classification des logements. Quand on regarde les DPE qui sont faits à Nîmes depuis 2021, on a à peine, moins de 22% des logements qui sont considérés comme passoires énergétiques. Donc, ah oui, très bien. Ouais, donc, c'est par rapport à la moyenne nationale, c'est c'est excellent. Oui. 70% des logements de la ville de Nîmes sont en étiquette C ou D. Donc, voilà, donc on est vraiment au centre... des étiquettes de logement sur les DPE existants, sur les DPE existants. Oui. Non mais 70%, oui, forcément. Sinon les autres on les a pas, donc on peut pas faire savoir, encore mieux, hein, c'est sûr. Mais sur les DPE existants, 70%, c'est très élevé. C'est de l'habitat collectif. Hein. Alors oui, la ville de Nîmes, c'est 63% de logements collectifs, 60% de locataires. Donc ça c'est plutôt bien quand même d'avoir une ville qui a une base en tout cas de logements qui sont pas en trop mauvais état d'un point de vue énergétique. Il reste la rénovation à faire parce que il y a quand même quelques pourcents de logements qui sont en passoire énergétique. Et puis il faut dire que Nîmes profite sur cet aspect-là, en tout cas c'est les méthodes de calcul actuelles, du climat qui est plutôt favorable et des méthodes de construction du secteur. Ici historiquement les maisons sont en pierre. Et ça aide, parce que la pierre, c'est un matériau qui permet de restituer la chaleur une fois et de la... C'est vrai qu'on voit bien l'ancrage, en fait, de la richesse architecturale de la ville mais par rapport à l'impact climatique. Oui. Non, étonné non, mais c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur sur l'ambition et sur la manière dont on se situe par rapport au territoire national. C'est vrai que nous avons un climat qui est parfois pas simple et il faut faire un lien par rapport aux bâtiments et cette approche bâtimentaire. Nous, je sais que sur les bâtiments publics, on a à cœur de proposer une rénovation énergétique, notamment avec l'installation d'un photovoltaïque, avec ces chaudes journées que nous avons, toute l'importance et le bienfait du photovoltaïque, donc on travaille là-dessus. Il y a aussi un certain nombre d'OPH que l'on mène sur certains quartiers pour améliorer et accompagner les propriétaires bailleurs ou bien les propriétaires occupants pour que leur logement gagne en termes de classification énergétique, donc ça aussi c'est quand même quelque chose d'important. Et puis il y a aussi sur les constructions nouvelles un certain nombre d'exigences qui sont posées. Lorsqu'on va imposer des logements qui soient bi-orientés, ça va favoriser une ventilation naturelle, la question des logements traversants. Là aussi, ça va limiter l'utilisation de chauffage ou de climatisation électrique. Donc voilà, ce sont tous ces éléments qui vont nous permettre aujourd'hui de faire entrer Nîmes dans une nouvelle ère en ce sens. Après, c'est pas simple, parce qu'on sait très bien que ça a un coût. Et la question de la rénovation énergétique, en plus, d'un point de vue politique, c'est quand même pas simple à gérer parce que c'est souvent des travaux qui ne se voient pas forcément et c'est parfois aussi audacieux, mais c'est un choix que l'on fait d'avoir un programme ambitieux par rapport à cette rénovation. Juste un point sur certains bâtiments, on a vu tout à l'heure le Carré d'Art, qui est le musée d'art contemporain depuis plus de 30 ans. Il y a 5 ans, on a mené un très gros plan au niveau d'un crème avec de la rénovation énergétique qui permet de venir transformer des passoires énergétiques en des bâtiments beaucoup moins énergivores. Très bien. Je rebondis sur ce que vous dites. C'est vrai que le photovoltaïque, alors surtout quand on est aussi bien situé que la ville de Nîmes, qui quand même a des avantages géographiques par rapport au reste du pays, il faut en profiter. Il y a une très forte demande en ce moment et c'est un des meilleurs moyens vraiment de faire baisser les coûts de l'énergie. Que vous soyez une entreprise, une collectivité locale, un particulier, investissez dans le photovoltaïque, vous aurez un prix de l'énergie quasiment fixe pendant 30 ans, la durée de vie de votre installation. Et sur le sujet des bailleurs sociaux, c'est vrai que les charges énergétiques dans les logements sociaux représentent des fois un fort coût pour les locataires. Et donc, on participe d'ailleurs chez Elio et c'est vraiment important qu'on ait les moyens de rénover les logements HLM. Alors justement, on va voir des cas concrets, comme on fait à chaque fois, dans chaque ville-étape. Alors aujourd'hui, sur la rénovation globale à Nîmes, donc côté particulier, vous prenez l'exemple d'une maison, cette fois-ci individuelle à Nîmes, 97 mètres carrés, c'est un couple avec 2 enfants, revenu 60 000 € par an, un système de chauffage au gaz, avant-après. Alors oui, c'est vrai que... notez que c'est un cas réel, hein, un cas vraiment...
Oui, bah on essaye de prendre des vrais voilà, sujets, des vrais devis. On a l'habitude avec toutes les rénovations qu'on traite toute l'année. Et c'est vrai que c'est ce qu'on se disait, la rénovation énergétique c'est complexe. Il y a un vrai sujet de financement aussi des restes à charge derrière. Et puis c'est quand même abstrait sur ses coûts. Donc c'est pour ça qu'on profite de l'émission. À la fois dans la lecture des aides, parce que c'est pas évident pour le public, hein, les particuliers, vous le savez, hein, Julien Plantier, on a du mal à savoir calculer le reste à charge, mais aussi parfois il y a aussi même des aides locales qui peuvent se cumuler. Exactement, qui peuvent venir compléter ça. Et donc dans le cas de cette maison d'environ 100 mètres carrés à Nîmes, l'idéal c'est donc de mener ce qu'on appelle une rénovation globale, l'angle performance de MaPrimeRénov'. Nous on estime qu'il y a environ 40 000 € de travaux. Isolation complète du logement, installation d'une pompe à chaleur et d'une VMC double flux. Et sur ces 42 000 € TTC de travaux, on peut, sur ce foyer, mobiliser 25 000 € d'aide à la rénovation énergétique entre MaPrimeRénov', les aides locales, la prime Hélio, un bonus sortie de passoire, etc. Voilà, et donc il reste quand même 16 000 € à financer, mais on peut par exemple mobiliser un éco-prêt à taux zéro. Aujourd'hui, ça permet de financer jusqu'à 50 000 € pendant 20 ans. Et ça sera... Et les aides locales, c'est les aides de la municipalité, Julien Plantier? Alors, il y en a sur certains quartiers, il y a aussi l'agglomération qui contribue à cela, notamment sur l'approche climatique, lorsqu'on vient créer des pièces refuges, lorsqu'on vient créer des menuiseries beaucoup plus opaques. Il y a tout ce travail qui est fait en amont. Donc oui, on accompagne, mais c'est sur certains quartiers de la ville. Certains quartiers tout à fait. Les plus sujets au phénomène climatique. C'est vrai qu'on a un sujet cette année qui a émergé... qui sont aussi les logements bouilloires. Et donc, il va falloir... ça, c'est un avantage dans l'isolation des logements. Sachez que ça ne fonctionne pas que l'hiver. C'est quand on isole son logement, quand on le rénove, si on fait notamment une rénovation globale performante, l'isolation fonctionne autant l'hiver que l'été. Absolument. Le confort d'été comme le confort d'hiver, c'est hyper important ce que vous dites, parce que souvent on le traduit par la chaleur excessive, mais il faut rappeler que effectivement. Et puis nous on le vit. Il y a une saisonnalité dans notre métier, c'est terrible. Mais alors surtout chez les particuliers, mais c'est clair. Ils appellent l'hiver quand ils ont froid ou quand la chaudière fonctionne plus. C'est ça. Alors que c'est plutôt l'été qu'il faut rénover. En y ajoutant aussi, dans ce que vous dites, ce qui est important, c'est la valorisation de l'actif. Bien sûr. En faisant les travaux de rénovation énergétique, on améliore. On parlait des prix de l'immobilier. Donc on améliore la valeur de son actif. On a des écarts, je crois, vous me dites si je me trompe, des écarts de valeur des fois de 15 à 20% selon l'étiquette énergétique. Oui. Donc c'est pas neutre du tout. Non, maintenant c'est un vrai axe qui est regardé par les acheteurs. D'ailleurs, c'est un affichage obligatoire sur les annonces immobilières. Et voilà. Et d'ailleurs, même les banques, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup. Aujourd'hui, quand on doit financer l'achat de son bien immobilier, ils évaluent le coût énergétique. Si on est là pour emprunter, je sais pas, par exemple, 300 000 € pour acheter une passoire énergétique, ça sera moins bien vu par les banques pour financer que si on achète un bien alors qui est déjà rénové ou qui est dans une bonne étiquette énergétique, c'est parfait. Mais on peut à ce moment-là inclure la rénovation globale dans le financement complet du bien immobilier. Ça va représenter un coût faible par rapport à l'ensemble de l'opération et ça va faciliter le financement de son bien immobilier. Merci. Le dernier exemple, on finit. Très rapidement. L'habitat collectif, donc là une copropriété de 1970, 4 bâtiments de 56 logements, système de chauffage électrique individuel, donc travaux avant, après. Alors. Tout à fait. Gros dossier. On est obligé d'en parler parce qu'il y a quand même 60% d'habitat collectif à Nîmes. Oui, alors chez Hélio, on traite aussi les ensembles. Alors là, oui, on parle de plus de 50 logements en habitat collectif, donc c'est une enveloppe de 563 000 € de travaux. On irait entièrement isoler les bâtiments par l'extérieur. C'est plusieurs bâtiments. Rénover aussi l'isolation de la toiture, qui peut être l'occasion, si vous refaites les toitures, il faut vraiment se poser la question du photovoltaïque. Parce que, en fait, ça a une durée de vie de 20 à 25 ans et on peut pas se permettre de poser du photovoltaïque sur une toiture qui doit être rénovée d'ici quelques années. Donc, souvent, on fait les deux actions en même temps. C'est intéressant ce que vous dites parce que effectivement, il y a une conjonction entre les deux. Quitte à refaire les toitures, on peut aussi penser à l'amélioration énergétique en le faisant. C'est lié. Alors, il y a un sujet déjà de poids. Il faut savoir que les panneaux solaires, c'est 90% de verre, donc c'est quand même très lourd. Donc, on fait des études pour vérifier que le bâtiment sur lequel on va positionner ça est capable de résister au poids. Et il y a un vrai sujet effectivement sur l'étanchéité des toitures. Alors c'est moins l'isolation que l'étanchéité, mais quand on équipe un bâtiment tertiaire ou un habitat collectif,
on fait le lien avec l'état de l'étanchéité des toitures. Et donc voilà, donc je reprends la rénovation énergétique de cette copropriété à Nîmes. Sur 563 000 euros de travaux, on peut mobiliser aujourd'hui 202 000 euros d'aide à la rénovation énergétique. Il y a notamment MaPrimeRénov' copropriété, et puis toujours les certificats d'éco-énergie à travers la prime. Soit environ 40% d'aide, grosso modo. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ce qui est quand même pas neutre. Et là aussi, j'ai presque envie de dire, c'est presque plus important, mais on voit des vrais effets sur la valeur des appartements, quand même, qui sont rénovés ou pas. Je vous rappelle que la loi climat et résilience qui a été votée et qui est rentrée en action joue beaucoup là-dessus. Si vous êtes un propriétaire bailleur, si vous souhaitez pouvoir louer un appartement aujourd'hui ou un logement, c'est très important que l'étiquette énergétique soit bonne. Et donc il faut essayer de mobiliser les copropriétés, parce que des fois c'est pas facile de faire rénover toute une copropriété. Il y a seulement quelques propriétaires qui vont être motivés. Donc un sujet qui nous occupe d'ailleurs bien évidemment, et ceux de ville en ville. On est ravis effectivement de voir que d'ailleurs Nîmes se classe parmi les meilleurs élèves sur les étiquettes énergétiques. Je ne sais pas si vous le saviez déjà, Julien Plantier. Non, mais on n'en doutait pas. Et ben voilà, nous sommes venus avec ça dans la valise. Voilà, applaudissements pour Julien Sévère, directeur marketing d'Elio. Et nous allons passer à la séquence Parlons territoire avec Arkea, et on va recevoir un promoteur immobilier qui est sur le plateau. Mathieu Massot va nous rejoindre dans quelques instants, tout de suite après ça. Si vous venez de nous rejoindre sur le plateau, nous sommes à Nîmes, au musée de la Romanité, et nous sommes accueillis, nous avons beaucoup de chance d'être accueillis par Julien Plantier, le premier adjoint délégué à l'urbanisme et conseiller départemental du Gard. Merci de nous recevoir, Julien Plantier, et merci de cet accueil formidable. Je vous encourage à venir ici au musée de la Romanité, un écrin architectural, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, vous avez su allier dans cette perspective, mais on voit bien la marque d'Elisabeth de Porzampar entre modernité et tradition. Merci en tout cas. Bonjour Mathieu. Bonjour Sylvain. Mathieu Massot, vous êtes le patron de FDI, un gros acteur de la promotion immobilière, mais pas que. Vous êtes aussi un homme de l'immobilier. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Alors moi, j'ai envie de vous connaître un peu mieux. Parlez-nous. Vous savez, c'est très à la mode. Maintenant, on dit qu'il faut contextualiser. Parlez-nous de votre groupe FDI. C'est qui? C'est quoi? Merci de me donner l'occasion d'en parler. C'est un groupe immobilier régional, coopératif, puisque nous sommes l'acteur local du réseau Procivis que vous connaissez bien. Vous êtes ce qu'on appelle une SACICAP. Une SACICAP, exactement. C'est un acronyme un peu difficile, mais elle représente un groupe immobilier. Bon, on va expliquer d'ailleurs ce que c'est qu'une SACICAP. Alors, c'est une société anonyme. Coopérative, voilà. L'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Absolument. En fait, c'est un mélange de capital et de démocratie. Vous maîtrisez ça parfaitement. Ce qui vous rend inopéable. Voilà. C'est surtout un groupe immobilier qui coche toutes les cases de la production et de la gestion d'actifs, principalement de logements, mais également d'immobilier tertiaire, de commerce. Ouais. Vous le saviez, ça, Julien Plantier, qu'on a des promoteurs coopératifs? Oui, on connaît bien Mathieu Massot et FDI. Non, mais le principe quand on dit promoteur... Il me l'avait expliqué lors du premier rendez-vous, mais j'ai retenu. Non, mais c'est vrai. Quand on vous dit promoteur, on dit promoteur, société de capitaux, etc. Mais il existe aussi un monde coopératif qui fait de la promotion immobilière. Il faut le souligner. Je ne me présente jamais comme un promoteur, mais comme un opérateur immobilier, justement simplement coopératif, c'est sa singularité, ce qui nous permet globalement de cocher l'ensemble des cases et surtout de réinvestir une partie de nos résultats à travers ce que l'on appelle des missions sociales. Et ici à Nîmes, nous l'avons fait, puisque nous mettons en avant des avances de subventions publiques de l'ANA, notamment pour aider la rénovation énergétique, on vient d'en parler, sur des copropriétés dégradées, sur des quartiers qui aujourd'hui en ont besoin, dans le cadre notamment du NPNRU. Donc vous avez une option d'investissement finalement, et d'alignement sur des quartiers qui sont des quartiers parfois émergents, des quartiers dans lesquels techniquement il faut travailler de façon avec des outils. Tout à l'heure hors antenne, on en parlait tous les deux. Vous travaillez sur des technos comme le BRS par exemple, le bail réel et solidaire, et en fait vous arrivez à trouver des sorties dans des quartiers dans lesquels apparemment c'est pas toujours évident. Comment vous arrivez justement à trouver cette alliance à la fois dans les actions que vous menez sur vos opérations immobilières, les élus locaux que vous accompagnez, parce que vous leur apportez aussi beaucoup de technicité, hein. C'est assez complexe de faire ce que vous faites aujourd'hui. Le modèle est un modèle hybride. D'abord, il part du postulat que nous devons générer des résultats économiques sur l'ensemble des activités qui nous permettent justement de réinvestir une partie de ces bénéfices-là à travers l'ensemble de nos solutions. Alors vous avez évoqué tout à l'heure le développement du logement abordable. C'est un axe majeur
du groupe FDI, du réseau ProCivis aujourd'hui, pour aider les politiques publiques, notamment dans l'accompagnement de l'accession accessible, abordable. Et le bail réel solidaire, c'est un outil qui simplement permet cela. C'est une vraie pérennité des politiques publiques. C'est la capacité à produire du logement dissocié. On ne parle pas de démembrement. On parle bien d'une dissociation entre le foncier et le bâti. On est sur le modèle anglo-saxon, scandinave. Ça fonctionne, ça, ici? Parce ça fonctionne. On entend aussi beaucoup qui disent... Les Anglais, ils sont là-dedans complètement. En France, il y a un problème culturel de ne pas être propriétaire totalement. À la fois, il y a cette dissociation entre le foncier et le bâti. Est-ce que culturellement, quand même, ça fonctionne? Il faut sortir de nos certitudes. Oui, évidemment, les premières opérations sont complexes d'abord dans le cadre de la conception, de son financement et également sur le volet commercial. C'est une méthode, c'est une approche, c'est du temps long parfois, mais aujourd'hui ça fonctionne, ça a fonctionné sur l'ensemble des territoires, ça fonctionne aujourd'hui sur le Languedoc-Roussillon, ça fonctionnera demain ici à Nîmes, j'en suis intimement convaincu. Ah, je vous confirme absolument, la première opération BRS a eu lieu justement à Paris, sur 24 logements, et le prix du mètre carré, on était intramuros dans le 3e arrondissement, était à 5 000 € du mètre carré, quand en moyenne il est vendu entre 12 et 13. Donc déjà, le BRS, quand on dit qu'on va pouvoir acquérir par le biais de l'amphithéose, que c'est un bail amphithéotique, une concession dans laquelle on sépare le bâti du foncier, à 5 000 €, soit moitié moins par rapport à Paris, on comprend tout à fait l'intérêt du BRS, hein, tout de suite. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça fonctionne. Alors, attention à ne pas l'appliquer systématiquement sur tous les sites, sur tous les territoires. C'est pas valable partout. Non, on doit être dans une zone tendue, c'est un décrochage qui oscille entre 30 et 40% par rapport au marché libre. On ne peut pas l'appliquer sur la totalité, je dirais, de nos territoires. Mais ici, je dirais, sur une ville comme Nîmes, qui a progressé en termes de positionnement aussi, prix de valorisation vénale, ça donne tout son sens. Voilà, mais attention à la vigilance, attention également à la concurrence avec d'autres produits type le PSLA, le prix maîtrisé, parce que là on est vraiment sur du logement abordable. Et le dernier point, c'est important aussi dans le cadre des politiques publiques, puisque le logement en BRS, c'est son côté un peu particulier. Certes, il répond au logement abordable, mais surtout, il répond dans le cadre de la loi SRU, au titre du logement locatif social, dans le cadre du PLS. Donc c'est un véritable accompagnement pour les politiques publiques, pour les collectivités, et ça répond aussi à cette contrainte-là. Est-ce que c'est aussi un arsenal d'outils, quoi? Vous avez le BRS, le PSLA, par exemple, qui permet de le faire. Il y a aussi le PLAI qui aussi a fonctionné assez bien. Est-ce que finalement, tous ces outils, Mathieu, vous servent à faire votre métier? On l'a vu tout à l'heure avec votre collègue Lionel Séropian, qui est un acteur global de l'immobilier et qui est un acteur social aussi, puisque Nexity a cette particularité d'être sur le logement abordable, comme autres groupes aussi également. Est-ce que tous ces outils aujourd'hui, compte tenu, mais vraiment directement, d'un exécutif qui n'est pas hyper favorable à la construction de logements neufs, on peut le dire, hein, notamment avec la restitution du CNR qui nous a un peu surpris, clairement. Est-ce que vous arrivez à bosser concrètement aujourd'hui avec ces outils-là? Et est-ce qu'on a encore un peu d'espoir pour justement, dans ces zones tendues, d'utiliser ces outils de manière efficace pour loger les Français? Alors dans ce paysage que vous avez dépeint, un peu morose ou délicat, complexe, on peut l'appeler ainsi, dans le monde de l'immobilier, le seul élément positif que je le perçois, c'est notamment le déploiement et le développement du logement abordable, quel que soit le produit. Donc oui, moi je crois qu'on doit être en capacité de pouvoir l'engager. Alors c'est vraiment une modification de la chaîne globale de la production, à la fois via une impulsion politique. C'est une prise en compte des opérateurs pour être en capacité de le faire. Aujourd'hui, un organisme foncier solidaire, tout le monde ne peut pas le mettre en place. Il faut être en capacité de le gérer, quel que soit son statut. Mais c'est l'ensemble de la chaîne qui doit justement migrer sur une appréhension de cette dissociation foncier-bâti. C'est une adaptation, une agilité forte, mais c'est une vraie réponse aujourd'hui sur nos territoires. Réponse, Julien Plantier, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a un OFS. Oui, alors nous, c'est vrai que... Organisme foncier solidaire. Tout à fait, c'est vrai que ce type d'initiative, on a eu l'occasion d'échanger avec Mathieu. Je pense qu'elles auraient tout à fait la place sur le secteur nîmois. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en œuvre, mais en tout cas, réfléchir au parcours résidentiel de nos administrés, c'est quelque chose de très important. Ça a du sens, cette notion de logement abordable. Après, ça vient un peu casser les codes de la notion de droit de propriété, et surtout, nous, en tant que décideurs locaux, à partir du moment où il y a une spécificité propre qui se crée, ça crée du coup, du fait, une qualité potentielle par rapport au projet. On sort de la multiplicité, de la concurrence par rapport à du logement privé classique, et ça vient pour nous ajouter une arc
une corde à notre arc, ce qui nous permet aujourd'hui de nous différencier. C'est quelque chose sur lequel on est tout à fait prêt à travailler. Et en matière d'accession à la propriété, est-ce qu'il y a des prêts à taux zéro locaux? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place à Nîmes spécifiquement? Il faut un jour s'y pencher, parce que quand on voit la manière dont l'État a réagi par rapport au PTZ, il est clair que il faudra que les décideurs locaux puissent en imprégner. Après, j'aime beaucoup votre humour, on le sait tous, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et aujourd'hui, les budgets de nos collectivités nous propose pas cela. Après, Mathieu a rappelé toute l'implication qu'il y a aujourd'hui de son groupe sur les copropriétés dégradées pour accompagner certains secteurs dits sensibles. Ça participe aussi à une amélioration globale du territoire. Alors, a été acté la fin du Pinel. Donc, le Pinel est mort, il n'y a rien qui va le remplacer. Et pour relire la nouvelle version du PTZ, moi, j'ai pas compris. Si vous avez compris, moi, j'ai pas encore compris. Donc, parfois, il y en a certaines qui disent qu'il ne faut plus rien attendre, parfois même de l'État, quand on a vu la pauvreté de la restitution du CNR. C'est dit. Dernière question, chez FDI, vous avez une particularité, c'est mixité d'usage, mixité fonctionnelle et mixité sociale. C'est-à-dire que vous êtes vraiment très protéiforme. Alors, moi, j'aime beaucoup cette façon d'aborder parce que je pense que vous avez une vision à 360 degrés. Vous n'êtes pas qu'un promoteur immobilier, vous êtes un véritable visionnaire de la ville et de la fabrique de la vie du territoire. Dites-nous-en quelques mots pour qu'on puisse finir sur une note positive, on va dire, par rapport à ce qu'on a dit politiquement. Votre synthèse est plutôt sympa et je vous en remercie. Alors, je l'ai rapidement présenté. Évidemment, un acteur aménageur, promoteur. Nous disposons de tous les métiers autour des services immobiliers à l'habitat et tertiaire. Et surtout, on dispose d'une ESH, une entreprise sociale pour l'habitat, qui produit globalement entre 400 et 500 logements par an. C'est 8000 logements sur le territoire, sur 135 communes à l'échelle du Languedoc-Roussillon. C'est une vraie clé d'entrée politique pour produire du logement locatif. Mais un bailleur social, une entreprise sociale pour l'habitat, ne fait pas que produire du logement locatif. Elle produit certes du logement abordable, mais elle répond aussi à de l'hébergement spécialisé. On a tout à l'heure parlé des résidences étudiantes, des résidences sociales seniors, des foyers d'autonomie, des gendarmeries, on intervient. Donc ce sont vraiment des composantes structurantes à l'échelle de nos territoires. Ça, c'est la force d'FDI, c'est la force d'une structure coopérative. Et d'ailleurs, si on veut savoir plus, vous êtes accessible bien sûr sur Internet. On va donner d'ailleurs un petit clin d'œil à Yannick Borde, qui est le président national du réseau ProCivis. Je rappelle que vous avez plus de 54 adhérents qui sont tous en forme de SACICAP, justement, ce qui vous donne un côté coopératif. C'est très complémentaire aux actions et je vois beaucoup de similitudes effectivement dans votre action globale avec vos confrères de Nexity, de Kaufmann et des gros acteurs du logement en France. Longue vie en tout cas à votre réseau. Merci beaucoup. Applaudissements pour Mathieu Massot, directeur général du groupe FDI. Et nous allons finir sur la touche particulière, notamment sur le logement ancien avec le Conseil supérieur du notariat. Nous allons accueillir dans quelques instants Paul Chabrol qui va nous rejoindre et nous allons aussi après conclure cette émission ici à Nîmes au Musée de la Romanité. À tout de suite. Eh bien, de retour sur le plateau, ici à Nîmes, si vous prenez l'émission en cours, notre dernière partie sur, justement, on va parler de la ville, et qui de mieux placé pour parler de la ville, des biens immobiliers que les notaires eux-mêmes, et c'est la Chambre des notaires que nous recevons sur le plateau. En l'occurrence, c'est Paul Chabrol, maître Paul Chabrol sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez la Chambre des notaires de Nîmes, et comme il est d'usage, bien évidemment, avec vous, c'est toujours notre ami Olivier Marin qui vous pose la première question. Oui, alors déjà très heureux de vous recevoir ici, maître Merci à vous, Paul de nous accueillir. Notaire à Nîmes, avec vous. Donc on va faire ce tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, également délivrer quelques conseils pratiques. Tout d'abord, quelques chiffres clés pour démarrer. Le premier, c'est 2000. Comme 2000 €, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Nîmes. Alors évidemment, avec bien sûr de fortes Quand on est parisien, ça fait rêver quand même. Oui. Il y a des disparités selon les quartiers, mais c'est 2000 €, prix médian, en tout cas affiché par le Conseil supérieur du notariat. 250 000 €, prix médian d'une maison ancienne à Nîmes. 7% de franciliens acquéreurs. Et puis, on le voit. Vous allez nous le dire, dans les différentes villes, il y a cet attentisme, ce ralentissement de l'activité. Comment se porte le marché immobilier nîmois ?
marché immobilier nîmois, il se porte comme le marché, on va dire, français en règle générale, aujourd'hui, est un petit peu morose, il faut le dire. Les gens, on va dire, sont plutôt dans un climat d'inquiétude, un petit peu anxieux. Restriction d'accès au crédit, voilà. Qui sont malheureusement les facteurs les plus double, triple peine pour l'accession à un logement. L'inflation, voilà, tous ces éléments réunis font que oui, l'immobilier, alors sur les prix, n'ont pas trop évolué encore sur Nîmes, mais c'est dû notamment au développement. Alors, quand je dis tardif, je pèse mes mots. C'est vrai qu'on voit pas l'impact sur les prix. Pour le moment, voilà, c'est comme le disait tout à l'heure Julien, c'est plus sur le moment. On a peut-être une période entre guillemets de latence et on va nous aussi connaître cette baisse dans les mois à venir. Et comme vous l'avez dit, voilà, en termes de volume de vente, de juin à juin, on est à moins 7, moins 8%. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, on l'a dit d'ailleurs dans notre billet sur BFM Business, pas plus tard la semaine dernière, c'est les DMTO, donc les droits de mutation à titre onéreux, eux ont diminué en moyenne de 12% au niveau national. 12%. Donc on voit bien l'impact aussi sur la recette. Il faut rappeler quand même que les droits de mutation, Julien Plantier me semble-t-il, bénéficient aux collectivités locales et améliorent. Donc c'est aussi, c'est pas forcément une bonne nouvelle fiscale pour les ressources des collectivités locales. Il est certain que si on va dire, le monde de l'immobilier se porte mal, c'est tout un tas de, comment dirais-je, d'électrons autour qui gravitent. Alors quand je dis électrons, l'écosystème, en tout cas. Toutes les entreprises du bâtiment, bien sûr, que ce soit les promoteurs, les aménageurs, les agences immobilières, les notaires, et bien sûr l'État, qui, même par le biais des transactions immobilières, perçoivent ces fameux droits de mutation, l'essentiel des taxes lorsqu'on achète un bien immobilier, bien sûr. Bon, on continue quand même d'acheter des biens immobiliers à Nîmes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, justement, si vous deviez nous dresser une photo un petit peu des différents quartiers, du type de demande à Nîmes, alors. Déjà, tout dépend du type de bien que vous voulez. Si vous êtes plutôt sur, on va dire, une maison, vous allez plus avoir tendance à, on va dire, monter dans ce qu'on appelle les garrigues, les collines que vous aviez évoquées dans la présentation de la ville, qui sont surtout les collines nord, notamment en haut de la Tourmagne, le Bois des Espèces également, qui sont voilà des quartiers plutôt de villas avec bien sûr peu de collectifs, et tant mieux, puisque c'est ce qui fait l'attrait de ces quartiers, ce qui fait que les gens naturellement les apprécient. Derrière, si c'est pour un appartement, le centre-ville, la Couronne, l'Écusson sont des endroits parfaits, avec la proximité notamment de la gare. Et là, les prix peuvent monter jusqu'à combien à peu près en moyenne? En moyenne, oui, sur du... aux alentours de, allez, je dirais 2800 € du mètre carré, ça reste une moyenne. On est cœur de ville. Hein. On est cœur de ville. Vraiment cœur de ville. Vraiment cœur de ville. Mobilité, accessibilité. Mobilité piétonne, on est vraiment dans le centre historique piéton de la ville de Nîmes, avec la gare qui est pas loin, bien sûr, une accessibilité facile. Voilà. Un petit peu les enjeux. Après, vous pouvez vous excentrer avec des mobilités différentes. Bon, il y a quand même un système bien fait sur Nîmes, avec le trambus notamment, et tous les bus qui desservent le centre-ville. C'est très clair. Sur l'investissement locatif, notamment, quelqu'un qui voudrait justement acquérir un bien pour le mettre en location, quel type de rendement, quel secteur sont privilégiés? Quelque chose d'acquis que pour un rendement locatif, c'est plutôt des petites surfaces qui sont privilégiées, puisque une grande surface, passé un moment, on va dire certains loyers sont totalement prohibitifs pour les gens. Et ce qui a le plus de chances d'être reloué facilement reste des surfaces, on va dire, accessibles. Studio, T1, T2. Voilà, on va dire 30-40 mètres carrés maximum restent des surfaces qui sont, on va dire, demandées et en tout cas souhaitées par les gens. Et quel taux de rentabilité on peut espérer en moyenne, dans votre vision? Si on va dire qu'on passe par des beaux classiques et qu'on oublie ces grandes plateformes que l'on connaît tous, oui, bah oui. On va être aux alentours de 3,5-4%, on va dire de manière assez pérenne. Pérenne, d'accord. Assez pérenne. Est-ce que justement, à l'instar de ce qu'on posait la question à Julien Plantier tout à l'heure, justement, le côté RNBisation parce que le problème, on le voit dans les localités. Moi, je considère ça, mais d'ailleurs, tout le monde le sait, je considère ça comme un fléau. Un fléau parce qu'elle empêche justement à cette jeunesse de trouver des surfaces. Aujourd'hui, je vous mets au défi, dans certaines grandes agglomérations, vous le savez, de trouver des petites surfaces en loyer normal, en bail vide. Il y en a plein. Il y a soit du bail meublé, il y a soit du bail mobilité, il y en a de moins en moins d'ailleurs. C'est vraiment un sujet. Ça, on peut pas dire que ça a eu un franc succès. Par contre, en Airbnb, en location saisonnière, absolument, c'est pléthore. On peut comprendre, hein, je peux comprendre. On peut comprendre, bien, oui, absolument. Et puis c'est du 13, du 14. On peut pas en vouloir aux particuliers de. Oui, non, mais
il faut peut-être réguler ou encadrer. Si je vous dis, vous avez un taux de rendement de 4%, Julien Plantier, et que je vous dis, le même bien, vous pouvez l'avoir avec un rendement de 14%, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, faut être très clair. On est bien d'accord. Ouais. Ça s'inscrit dans deux politiques qui sont totalement différentes. On l'a dit, la ville de Nîmes, beaucoup de jeunesse. Donc, si le but c'est de développer la ville dans le futur, c'est de leur permettre, comme vous l'avez justement dit, de pouvoir accéder eux aussi. Est-ce qu'on arrive à se loger justement sur des petites surfaces comme ça? Vous voyez, vous, avec la vision du notaire que vous êtes. Alors, c'est très demandé. Voilà, ces derniers temps, les 2-3 dernières années, il y a eu beaucoup de demandes là-dessus. Parce qu'avec Olivier, on a identifié le nombre de locations qu'il y a en ce moment sur le stock, hein, n'est-ce pas, Olivier? Oui, il y en a finalement peu. Par exemple, là, je regardais 246 annonces immobilières sur d'autres portails. On a 1932, ça c'est le nombre d'annonces immobilières à Nîmes pour acheter un bien, et le nombre de biens en location, 246. Donc on passe de 1932 à 246, ce qui fait quand même un gap important. Et si on fait le rapport avec la demande, Julien Plantier, mais ça vous le saviez déjà, c'est une tension qui est rarement vue, quoi. C'est même assez catastrophique. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a une population qui a besoin de se loger, mais qui n'a pas forcément les moyens de se doter d'une propriété. Donc c'est tout parfois l'aspect contradictoire. C'est pour cette raison que la notion de prix, elle a tout son sens, et qu'à terme, ce marché doit se réguler. Quels sont, Paul Chabrol, les quartiers porteurs, vous qui connaissez bien la ville, ceux qui vont se développer, ou justement, quels sont ces quartiers? Il y a une très belle rénovation qui a été faite derrière, là, près de la gare. Donc vous êtes arrivé, on va dire, côté de l'avenue Feuchère, mais tout le quartier qui est derrière est en cours de mutation. Il y a plein de projets comme ça, un petit peu dissimulés partout dissimulés à la vue de tous, mais très bien, parce qu'il est vraiment votre quartier un petit peu partout qui sont porteurs. Mais c'est vrai que le quartier de la gare en est un des exemples majeurs. Et je crois que c'est avec vous qu'on l'avait évoqué au téléphone. Quand on arrive en train dans une ville, ce qu'on se souvient, c'est la première impression qui compte. Et c'est ça. Et c'est ça qui plaît, à mon sens, aux gens. Voilà, je peux vous dire que quand on sort, je vous le disais tout à l'heure, hein, quand on sort d'une gare, c'est anecdotique, mais on était à Angoulême, et je disais au maire Bonnefond que quand on sortait de la gare d'Angoulême, la ville était extrêmement moche. Tu l'as pas dit comme ça, mais oui. Et qu'est-ce qu'il comptait faire pour l'améliorer? Mais effectivement, il en a convenu, c'était assez drôle. Il a convenu que c'était. Il a convenu qu'il y avait un effort à faire quand on vous sortait. Il y a une image. C'est vrai que quand on sort de sur cette avenue absolument magnifique, arborée, elle est absolument superbe. Et c'est vrai que les quartiers gares, Julien Plantier, de plus en plus dans les métropoles, on s'est rendu compte qu'elles étaient une source des relais de croissance incroyable, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Hein. Vous avez raison, il y a vraiment une contradiction à le passé. C'est vrai que les quartiers de gare étaient plutôt des quartiers un peu mal formés il y a une quarantaine d'années. Et c'est vrai qu'on sent bien que voilà, il y a cette notion un peu de pôle d'échange multimodal, à la fois avec les TGV ou les TER. Il y a aussi une politique ambitieuse en matière de transport urbain. Demain, on a l'installation de location de vélos aussi, un petit peu type Vélib, qui va se faire sur le territoire nîmois. Et c'est aussi un quartier sur lequel il va y avoir demain le parc urbain Jacques Chirac, cet écrin de verdure, ce parc urbain de 15 hectares au cœur de la ville. Donc voilà, il y a un vrai quartier qui est en train là aussi d'être connu. Alors, dernière question. Maître Chabrol, justement, vous qui êtes un expert dans le domaine, en quoi il faut être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier? Vendre, c'est naturellement tout vendeur. Ce qu'il préfère, c'est bien sûr avoir son prix le plus rapidement possible. Donc ça va dépendre d'une solvabilité de son acquéreur. Ça, malheureusement, personne ne peut le prévoir. Et plus quand on achète, c'est être attentif et prendre le temps, parce qu'on est dans une société où tout va de plus en plus vite, il faut aller vite. Les gens ne comprennent pas qu'il faut un certain temps pour réunir tout un tas de documents qui ne sont pas là simplement pour faire épaissir un dossier, mais tout simplement pour apporter une information à l'acquéreur. Donc il faut prendre le temps de les consulter. Il faut bien sûr s'entourer des professionnels, ça c'est certain, mais il faut prendre le temps de les consulter, pas simplement se dire je l'ai, tant mieux, je le regarderai peut-être un jour. Non, c'est prendre le temps. Quand je parle de ça, je parle de tout ce qui est diagnostic immobilier. Ça, c'est de plus en plus demandé, de plus en plus aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, vous avez des diagnostics. Alors, je ne vais pas tous les citer, c'est pas le but, mais on parlait tout à l'heure, bien sûr, de la performance énergétique, qui est un point crucial et central pour les gens. Vous avez des diagnostics électriques. Enfin, tous ces éléments-là ne sont pas là, entre guillemets, comme je vous dis, juste pour faire gonfler un dossier et dire où c'est un dossier épais. Voilà, c'est pour apporter une information concrète et complète
à un acquéreur. Donc ça, on va dire que c'est plutôt le volet à l'aspect technique du bien. Et derrière, vous avez tout, on va dire, l'environnement juridique avec tout ce qui est copropriété, les assemblées générales. On va dire, quand je dis l'ambiance dans la copropriété, savoir voilà, qu'est-ce qui a été évoqué au cours des 3 dernières années, qu'est-ce qui est en prévision, qu'est-ce qui va être à l'ordre du jour de la prochaine. Voilà. Tous ces éléments-là sont, encore une fois, pas là par plaisir de dire on vous donne beaucoup de choses, on vous noie dans l'information, parce que c'est un petit peu contradictoire, mais le but, voilà, c'est d'en prendre connaissance et suite à la signature notamment, vous avez un délai de 10 jours. Pas 10 jours, encore une fois, fixé pour le plaisir d'embêter les gens, mais au contraire, voilà, pour... Le fameux délai de rétractation. Exactement, de prendre le temps de la réflexion, si jamais, toutefois, on est parti sur un achat un petit peu, on va dire... Est-ce qu'il y a de plus en plus de rétractations ou pas ? Il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a peu. En toute sincérité, il y en a peu, puisque, encore une fois, il y a beaucoup d'informations qui sont apportées dès les premières visites aux acheteurs. C'est notre rôle de notaire, nous, au moment du rendez-vous, bien sûr, de les éclairer sur toutes les questions qu'ils pourraient avoir. Et de ce fait, il y a peu de rétractations. C'est très clair. Merci beaucoup, Paul Chabrol. Applaudissements pour Paul Chabrol. Voilà, les chambres des notaires qui sont installées, bien sûr, dans toutes les villes de France, représentées par le Conseil supérieur du notariat. Voici venir la fin de l'émission. On était ravis de partager avec vous ce moment. Merci beaucoup, Julien Plantier, de nous avoir reçus ici au Musée de la Romanité. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme et conseiller départemental du Gard. L'heure est venue aussi, bien évidemment, pour la conclusion de cette saison, de faire les remerciements. Je voudrais qu'on remercie très chaleureusement nos amis du groupe Nexity, Lionel Séropian qui a partagé ces moments avec nous, mais tous les directeurs généraux des régions qu'on a eu le plaisir de croiser. Un clin d'œil à Anne Guind, la directrice de la communication du groupe, qui nous a fait confiance, ainsi que Cyril Risque, qui est aujourd'hui à la manœuvre systématiquement pour nous accompagner dans les villes. Un grand merci également avec nos amis d'Elio, Julien Sévère et toutes les équipes, Pierre-Marie Perrin, Pierre Maillard et l'ensemble des équipes du groupe, Guillaume Loiseau également. On se retrouve d'ailleurs, Julien, l'année prochaine pour une autre saison, une seconde pour vous d'ailleurs saison. Ah oui. Ça sera la 4e pour nous. J'aimerais aussi qu'on ait un mot chaleureux pour nos amis d'Arkea Banque et Institutionnelle. Merci à Mathieu Massot d'être venu aussi sur le plateau. Arkea qui ne sera pas avec nous l'année prochaine puisque on fera un autre Tour de France différent. Il nous avait accompagnés pendant les 3 premières saisons. Je voudrais qu'on ait un mot vraiment pour Alain Hervé et Aurélien Deleu, ainsi que Bertrand Blancpain, le président directoire du groupe Arkea. Et enfin, un immense merci aux notaires de France, parce que vous faites un boulot remarquable. Sans vous, on n'aurait pas toutes les données sur lesquelles nous appuyons, nous les journalistes, pour évaluer les aspects du marché. Conseil supérieur du notariat, vous avez su, d'ailleurs, vous les notaires, amorcer cette mue digitale, technique, et aujourd'hui, quand je vois les profils des jeunes notaires que vous êtes, ça nous rassure, bien évidemment, puisque aujourd'hui, vous êtes certainement, aujourd'hui, les meilleurs gestionnaires de patrimoine de proximité qu'ont les Français au quotidien, et croyez-moi, ils en ont bien besoin. Merci également aux équipes du Figaro, Maya, Alan, qui d'ailleurs nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et Mélanie, et bien sûr les équipes du Figaro qui sont présentes. Voilà, les équipes du Figaro qui sont bien sûr dans l'équipe, et bien sûr Olivier Marin, avec qui nous avons commis cette collection. Merci également à toutes mes équipes de Radio Imo, de Web Radio Édition, avec Olivier Lucas, Alexandre Burkhardt, Lorenzo le magnifique qui est derrière, qui est toujours sur les chantiers et en France. Croyez-moi, toutes ces émissions ne verraient pas le jour sans ces équipes, bien évidemment. Merci également aux équipes municipales qui nous ont beaucoup aidés à monter cette émission. Julien Plantier, quelques mots de conclusion. Merci de nous avoir accueillis à Nîmes. On va avoir un bel été. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus ? Écoutez, une réussite collective pour ce territoire, ce développement. Il y a encore de nombreux challenges et défis qui s'ouvrent à nous. On a créé une foncière commerciale pour le cœur de ville. On accompagne un certain nombre d'acteurs locaux. Et donc, on va essayer de se développer de manière raisonnée en gardant cet attrait de ville à taille humaine. Merci, en tout cas. Merci. Voilà, maintenant, on va pouvoir se quitter, bien évidemment, et on vous accueille, tous ceux qui sont dans le public, au Verre de l'Amitié pour conclure cette 3e saison. Et j'aimerais, comme à mon habitude, pour conclure la saison, faire une petite citation de Denis Diderot, l'encyclopédiste, qui disait la chose suivante, et dans un contexte comme aujourd'hui, c'est pas peu dire, il existe 2 sortes d'hommes, ceux qui voient le monde
tel qu'il pourrait être et ceux qui voient le monde tel qu'il est. Ce qui rend peut-être les premiers téméraires et les seconds pusillanimes. Je vous le dis, les élus locaux sont définitivement téméraires car ils ne voient le monde que tel qu'il pourrait être, tel qu'on a envie qu'il soit. À toutes et à tous, prenez soin de vous, passez un bel été et on se retrouve au mois d'octobre pour une prochain Tour de France 2023-2024.